L'œil de la terreur se convulsa. À travers le warp des entités anciennes qui avaient été témoins de la naissance et de la mort de civilisations, ressentirent quelque chose d'impossible, une force si totalement étrangère à leur réalité, que même le chaos lui-même recula. Le maelstrom cramoisi, qui avait dévoré des systèmes stellaires entiers pendant 10 000 ans, frissonna. Sur Terra, l'inquisiteur Séraphie fixait l'hologramme tactique avec des mains tremblantes. Les relevés n'avaient aucun sens. Une seule silhouette humanoïde debout dans le vide là où quelques instants, auparavant, un prince démon de la taille d'un cuirassé existait. Aucun signal psychique, aucune perturbation du warp, juste du vide là où quelque chose de vaste et terrible aurait dû se trouver. Monseigneur, murmura le commissaire Albrecht, sa voix à peine audible par-dessus les alarmes de proximité. La cible semble se gratter la tête. 3 heures. Plus tôt, cette même silhouette insignifiante était tombée d'une déchirure dans la réalité au-dessus du monde le plus serré de l'Imperium, vêtue de vêtements civils et demandant son chemin pour aller à une épicerie. À présent, alors que des transmissions Vox fragmentaires crépitaient dans le vide des rapports, affluaient, décrivant des flottes du chaos qui disparaissaient simplement. Des légions, entières sortes de démons anéantis d'un seul coup de poing, l'être qu'ils avaient désigné comme menace de niveau alpha, regardait autour de lui avec l'expression de quelqu'un légèrement agacé par des courses interrompues. Quelle sorte de créature, souffla Séraphise, met fin à 10 millénaires de guerre avec un bâillement. Le ciel au-dessus de Terra saignait cramoisi. Des tempêtes warp avaient ravagé la haute atmosphère du monde trône pendant 17 jours, leurs énergies ésotériques projetant une aurore impie au-dessus de l'étendue sans fin du palais impérial, du Sanctum Imperialis jusqu'aux blocs d'habitation les plus profonds du Senatorum Imperialis. 8 milliards d'âmes se terraient sous un ciel qui pleurait la folie et murmurait des blasphèmes dans des langues plus anciennes que le premier souffle de l'humanité. Le commissaire, Albrecht Voss, se tenait sur les marches de marbre de la cathédrale du Sauveur-Empereur, son visage buriné, éclairé par la lueur cramoisie pulsante venue d'en haut. Son œil augmentique cliquetait en se focalisant sur la tablette de données tactiques qu'il tenait dans sa main gauche, enregistrant des perturbations atmosphériques qui faisaient pleurer de sang même les astropathes les plus aguerris. 17 jours standards de ce tourment, et les tempêtes s'intensifiaient encore. L'empereur protège, murmura-t-il traçant le signe de l'Aquila sur sa poitrine avec une révérence machinale. Mais même sa foi semblait fragile face à l'ampleur de cette tempête surnaturelle. Derrière lui, les lourdes portes de la cathédrale s'ouvrirent dans un grincement libérant, une procession de figures encapuchonnées en robes cramoisies. L'Ordo Hereticus était venu sur Terra, leur simple présence témoignait de la gravité de la crise. L'inquisiteur Séraphis, resplendissant dans son armure carapace, ornée de sceaux de pureté, descendit les marches avec une détermination mesurée. Le cerveau-crâne en forme de crâne flottant à son épaule projetait une lueur étrange sur ses traits balafrés. La purge suit son cours comme ordonné, déclara Séraphie, d'un ton solennel, sa voix portant l'autorité de 10 000 ans de doctrine impériale. 17 hérétiques ont été purifiés aujourd'hui. Leur corruption ne se répandra pas. Albrecht acquiesça brièvement. C'était un travail nécessaire, même si cela ressemblait à vider un océan avec un dé à coudre. Les tempêtes warp avaient apporté plus que des perturbations atmosphériques. Elles avaient chuchoté des promesses de changement d'espoir, des choses
qui menaçait l'ordre rigide sur lequel reposait l'impérium. De telles pensées étaient à la fois un virus et un cancer, se propageant dans la population comme un incendie. Au loin, les flèches colossales du palais impérial perçaient. Les nuages tourmentaient leurs pointes en adamantium, coiffés de batteries défensives, capables d'anéantir des flottes entières. Pourtant, malgré toute leur puissance, elles paraissaient fragiles face à l'horreur cosmique qui s'agitait au-dessus. L'air lui-même avait un goût d'ozone et de quelque chose d'autre, quelque chose qui faisait frissonner Albrecht malgré ses décennies de service. Commissaire poursuivit Séraphile, ses implants augmentiques brillant doucement sous la lumière cramoisie. Les astropathes signalent une instabilité croissante dans les courants, warp locaux. Nous devrions peut-être... Le ciel se déchira, pas au sens figuré, ni lentement, mais avec la violence soudaine de la réalité déchiquetée comme du parchemin. Là où quelques instants plus tôt, il n'y avait que l'horreur familière de la tempête warp, apparut quelque chose d'infiniment pire, une plaie dans l'existence elle-même parfaitement circulaire, d'environ 50 mètres de diamètre d'où jaillissait une obscurité absolue. Toutes les alarmes du secteur hurlèrent à l'unisson. Les boucliers du vide dans le district du palais vacillèrent et s'éteignirent. Le cerveau-crâne tomba du ciel comme une pierre, son esprit machine, submergé par ce qui émanait de cette brèche impossible. Dans les rues en contrebas, les civils se jetèrent au sol, certains priant d'autres, hurlant simplement. L'œil augmentique d'Albrecht crépita et mourut, mais sa vision organique suffisait largement à voir ce qui se produisit ensuite. Quelque chose tomba de l'obscurité. Ni un démon, ni une capsule de largage, ni aucune menace que ces décennies d'expérience l'avaient préparé à affronter. Une simple silhouette humanoïde chutant dans les airs, avec l'indifférence décontractée d'un homme qui aurait simplement trébuché dans un escalier. La silhouette portait ce qui semblait être des vêtements civils, un vêtement jaune vif à capuche, un pantalon assorti et, ce qui ressemblait étrangement à des sandales en caoutchouc. Pas d'armure énergétique, aucune arme visible, aucun insigne de rang ou d'allégeance. Juste un humain ordinaire complètement chauve, avec une expression de légère confusion visible, même à cette distance. Il s'écrasa sur la place de marbre devant la cathédrale, avec la force d'une météorite. Le cratère d'impact s'étendit sur 50 mètres dans toutes les directions, fissurant le marbre qui avait résisté à 10 millénaires de gloire impériale. Poussière et débris tombèrent des bâtiments alentours, alors que l'onde de choc se propageait. Pourtant, lorsque la poussière retomba, la silhouette était simplement debout, en train de brosser quelques particules de son étrange vêtement jaune, l'air de quelqu'un légèrement agacé par un contretemps. Le silence s'abattit sur la place pendant 3 battements de cœur, puis les cloches sonnèrent. Les sirènes d'alerte retentirent dans tout le district du palais. Depuis des alcôves dissimulées, une escouade complète d'adeptus custodes apparut leurs lances gardiennes crépitant de champs d'énergie, leur armure auramite brillant, même sous la lumière impie. La silhouette regarda autour de lui avec une confusion évidente, son regard balayant, les forces réunies de la garde personnelle de l'empereur, les troupes de l'Inquisition et les milliers de civils prosternés dans la terreur ou l'extase religieuse. Dit la silhouette, sa voix portant clairement à travers la place, malgré son ton. Calme, excusez-moi, mais est-ce que c'est la ville Z, le commandeur custodien, Valorian vétéran de campagne, s'étalant sur des millénaires, leva sa lance gardienne. Le champ énergétique de l'arme
bourdonnait de mort contenu son esprit machine, avide du sang des ennemis de l'empereur. Autour de lui, ses frères armes formaient un cercle parfait de morts dorés, chaque mouvement précis, calculé, inévitable. Au nom du Dieu empereur de l'humanité tonna la voix de Valorien, à travers les amplificateurs de son armure. Identifie-toi, déclare ton allégeance et explique ta présence sur le sol le plus sacré de Terra. La silhouette se gratta la tête, dérangeant l'absence totale de cheveux qui s'y trouvaient. Désolé, je crois que je me suis encore perdu. Je voulais juste aller à l'épicerie pour les promos du samedi. Ils faisaient le chou à 98 yens pièce. Vous sauriez s'il y a un supermarché dans le coin. Le silence qui suivit cette déclaration s'étira jusqu'à en devenir physiquement inconfortable. L'inquisiteur Séraphise s'avança son épée énergétique, encore au fourreau, mais sa main posée de manière significative sur sa garde. Son œil organique restant scrutait l'intrus avec l'intensité d'un homme habitué à identifier les menaces à l'âme même de l'humanité. « Tu dis être perdu ?» déclara lentement Séraphis, chaque mot chargé de la suspicion acquise au fil des siècles de chasse aux hérétiques. Pourtant, tu es apparu sur Terra par des moyens qui défient toute compréhension. Tu parles d'une monnaie inconnue de l'économie impériale et tu cherches des vendeurs de denrées alimentaires avec une terminologie étrangère. Ces faits suggèrent une infiltration, xénos, ou pire, une corruption par les puissances de la ruine. La silhouette cligna des yeux. Puissance de la quoi? Écoutez, j'ai juste besoin de direction. Je marchais vers le magasin, puis il y a eu ce tourbillon bizarre dans le ciel ensuite. Je suis tombé et maintenant je suis ici. Désolé pour les dégâts aux faits. Ça arrive parfois quand j'atterris. Dans la foule des civils prosternés, des murmures commencèrent à se propager comme des ondes sur un étang empoisonné. Une vieille femme, son visage marqué par des décennies de labeur dans les manufactorums, leva juste assez la tête pour apercevoir l'étranger. Ses yeux s'écarquillèrent avec quelque chose qui aurait pu être de l'espoir, une denrée plus rare que l'adamantium sur Terra. Un saint, murmura-t-elle, les mots à peine audibles. L'empereur nous a envoyé un saint. Le murmure se propagea, se transformant à mesure qu'il passait de bouche en bouche. Un saint, un sauveur, une délivrance des tempêtes qui avaient tourmenté leur monde pendant 17 jours. La foule commença à s'agiter, certains osant lever la tête, d'autres pressant encore plus leur visage contre le marbre, comme si la proximité du sol sacré pouvait leur accorder la bénédiction. Les protocoles d'évaluation tactique du commandeur Valorien hurlaient des alertes directement dans son cortex neural. Niveau de menace inconnu. Classification impossible. Action recommandée. Élimination immédiate. Et pourtant quelque chose retint sa main, peut-être l'absence totale de malveillance émanant de la silhouette, ou peut-être simplement la confusion face à une situation sans précédent. Tu vas te soumettre à un examen, ordonna Valorian, où tu subiras les conséquences d'un affront aux Adeptus Custodes sur Terra elle-même. La silhouette, qui ne s'était toujours pas identifiée par un nom ou un titre, regarda autour d'elle les géants dorés qui l'entouraient, puis les forces de l'Inquisition, puis les civils. Son expression resta celle d'un homme légèrement perplexe, comme s'il avait accidentellement interrompu la fête surprise de quelqu'un d'autre et ignorait quelle conduite adopter. « D'accord », dit-il simplement. « Mais après ça, quelqu'un pourrait-il m'indiquer une épicerie? J'ai vraiment besoin d'acheter ces légumes. » Le commissaire Albrecht, son œil organique, allant du personnage impossible à sa tablette de données défaillante, commença à rédiger ce qu'il soupçonnait
être le rapport le plus important de sa carrière. Ses doigts tremblaient légèrement alors qu'il saisissait la classification initiale sujet. Entité humanoïde, inconnue. Arrivée brèche warp au-dessus du district du Palais. Évaluation de la menace en attente. Observation initiale. Prétend être un civil égaré cherchant des points de vente alimentaire. L'impact suggère une force cinétique équivalente à un bombardement orbital, mais le sujet ne montre aucun signe de blessure, ni d'intention hostile. Demande de consultation immédiate avec l'Ordo Malleus. Alors qu'il transmettait le rapport par les canaux militaires, Albrecht ne pouvait se défaire de la sensation que cet homme, à l'apparence ordinaire, vêtu comme un simple citoyen, venait de modifier de manière irréversible le cours de l'histoire humaine. Pour le meilleur ou pour le pire, cela restait à voir. Les tempêtes warp dans le ciel poursuivaient leur danse ésotérique, mais elles semblaient soudainement moins oppressantes, comme si même les puissances du chaos retenaient leur souffle, attendant de voir ce qui allait se passer sur la place devant la cathédrale du Sauveur Empereur. Et au centre de tout cela, l'étranger qui se disait perdu continuait à regarder autour de lui avec l'expression patiente de quelqu'un attendant qu'on lui indique la direction du centre commercial le plus proche. Le champ d'énergie de la lance gardienne bourdonnait de violence contenue, alors que le commandeur custodien valorien levait son arme. Autour de lui, 11 des meilleurs guerriers de l'empereur formaient un cercle parfait de morts dorés, leurs mouvements synchronisés avec la précision que seul un entraînement millénaire pouvait garantir. Chacun était une arme vivante, façonnée par le maître de l'humanité lui-même, pour être l'ultime protecteur du monde le plus sacré de l'humanité. Dernier avertissement, tonna la voix de Valorian à travers les amplificateurs de son casque. Soumette-toi à l'autorité impériale, ou sois détruit sur le champ. La silhouette étrange en jaune regarda autour d'elle le cercle de lances gardiennes, avec l'expression de quelqu'un essayant de résoudre une énigme modérément intéressante. Son regard s'attarda sur les décorations ornant les armures des custodiens, les sceaux de pureté flottant dans l'air chargé, les cerveau-crânes aux visages osseux planant comme des vautours mécaniques. « C'est une sorte de fête costumée », demanda-t-il avec une curiosité sincère. « Les armures sont impressionnantes. Ça a dû coûter une fortune. C'en était trop. Quelle que soit la nature de cette entité démon infiltrateur, Xenos, ou pire, elle se moquait clairement des traditions sacrées des Adeptus Custodes. L'entraînement de Valorian, affûté par des siècles de guerre contre les ennemis de l'humanité, activa immédiatement ses protocoles de combat. Feu à volonté, 12 lances gardiennes tirèrent simultanément leurs rayons d'énergie, convergeant sur la cible avec une précision mathématique. L'air lui-même s'ionisa autour de cette puissance concentrée, projetant des ombres nettes sur le marbre de la place. Le bruit ressemblait à un tonnerre comprimé en une seule note dévastatrice qui brisa les fenêtres sur 3 pâtés de maison. Quand la lumière se dissipa et que la fumée à l'odeur d'ozone se dissipa, la cible se tenait encore exactement là où elle se trouvait, apparemment indemne. Son vêtement jaune ne montrait aucune trace de dégâts. Sa peau n'était pas brûlée. Il ne clignait même pas des yeux. Tiens, dit la silhouette en se tapotant la poitrine à l'endroit où les rayons l'avaient frappé. C'était un peu chaud, comme une lampe à bronzer très douce. Les sous-programmes d'évaluation tactique de Valorian plantèrent et redémarrèrent 3 fois d'affilée. Les lances gardiennes
étaient capables de percer l'armure des Terminators du chaos, de réduire les démons à des atomes, d'abattre des structures ayant survécu au bombardement de l'hérésie d'Horus. Ce qu'ils venaient de voir n'était pas simplement improbable, c'était impossible. Pleine puissance, ordonna-t-il sans laisser transparaître la moindre incertitude. Dispersion maximale. La seconde salve ne vint pas sous forme de rayons ciblés, mais en une vaste pluie énergétique conçue pour éliminer toute possibilité d'esquive. Les champs d'énergie se superposèrent et se renforcèrent, créant une tempête de destruction qui aurait réduit un Space Marine à de la vapeur et au souvenir de son existence. La Silhouette endura cette attaque avec le même intérêt modéré que la précédente, jetant parfois un coup d'œil aux éclairs, comme s'il assistait à un feu d'artifice particulièrement élaboré. « Vous aimez vraiment les effets spéciaux, dit-il, lorsque le barrage prit fin. Vous tournez un film. Je vois pas de caméra pourtant. » L'inquisiteur Séraphise s'avança les traits tendus par la concentration d'un homme, effectuant des calculs d'évaluation de menaces à toute vitesse. Son œil bionique cliquetait en parcourant les spectres de détection, à la recherche d'une explication qui ne l'obligerait pas à réécrire tout ce qu'il savait de la physique. Assez ordonna-t-il, levant une main, pour empêcher une nouvelle attaque. C'est au-delà des réponses militaires conventionnelles. La poigne de Valorian se resserra sur son arme, mais il obéit. L'autorité de l'Inquisition en matière de phénomènes surnaturels était absolue, même sur Terra. Autour de la place des prières chuchotées s'élevaient des civils prosternés, leur terreur mêlée à une forme naissante de vénération. Séraphie s'approcha de l'anomalie, avec la démarche mesurée d'un homme ayant passé des siècles à identifier les menaces pour l'âme de l'humanité. Son œil organique restant étudiait la silhouette avec une intensité frôlant le mystique. « Tu dis chercher ton chemin », déclara l'inquisiteur, sa voix empreinte d'autorité absolue. « Mais tu as résisté à des armes bénies par l'empereur lui-même. Aucun homme mortel ne pourrait survivre à ce que nous venons de t'infliger. Par conséquent, tu n'es soit pas un mortel, soit tu es protégé par des forces dépassant le monde matériel. » La silhouette se gratta. À nouveau la tête, un geste devenu familier. « Je vois pas trop de quoi vous parlez. Moi c'est Saitama. Je suis un héros pour le fun, et là j'essaie juste d'arriver au solde du samedi à l'épicerie. » dit-il en regardant les troupes assemblées avec ce qui semblait être une inquiétude sincère. « Vous avez l'air tendu ?»« Tout va bien, Saitama, » répéta Séraphis, testant le nom comme une étrangeté sur sa langue. Aucune langue des archives impériales ne contient une telle désignation. Tu te dis héros mais ne sers aucune organisation reconnue de l'Imperium. Cela suggère soit une activité criminelle, soit une influence exénose. Imperium cligna des yeux Saitama. Connais pas. C'est une entreprise, un truc comme ça. Le silence qui suivit fut si profond qu'il sembla vider l'air de tout son son. Tous ceux qui entendaient custodien force de l'Inquisition civile processèrent l'implication d'un homme n'ayant jamais entendu parler de l'impérium de l'homme. C'était comme ignorer l'existence des étoiles de la gravité ou de la mort elle-même. « Impossible », murmura le commissaire Albrecht, son œil organique grand ouvert. Chaque âme humaine dans la galaxie connaît le règne de l'empereur. Saitama haussa les épaules, un geste si désinvolte qu'il en devenait plus troublant qu'une hostilité ouverte. « Désolé, j'en ai vraiment jamais entendu parler. Je viens de la ville Z, on a juste un maire et un conseil municipal. C'est plutôt banal en fait. » Séraphis sentit le frisson familier de la rencontre avec quelque chose d'inclassifiable,
en siècles de service pour l'Ordo. Héréticus, il avait affronté des démons, portant la peau des hommes des Xénos, mimant l'humanité des cultistes si corrompus qu'ils en oubliaient leur propre espèce. Mais ceci était autre chose. Soit l'infiltrateur le plus sophistiqué qu'il ait jamais vu, soit « Tu vas te soumettre à un examen », déclara-t-il, en dégainant son épée énergétique d'un geste fluide. La lame s'illumina, son champ énergétique projetant des ombres étranges sur ses traits marqués. La coopération n'est pas optionnelle. D'accord, répondit Saitama calmement. Mais est-ce qu'on peut faire ça dans un endroit avec un peu moins de crises et d'armes pointées? Je comprends que vous soyez énervé, mais j'ai rien fait de mal. Pour souligner son propos, il fit un pas en avant, et son pied heurta un morceau de débris provenant de son propre cratère. Pour se stabiliser, il attrapa ce qui semblait être l'objet solide le plus proche. Il s'agissait du coin d'un mur défensif de classe Titan qui protégeait le district de la cathédrale depuis 6000 ans. Le mur construit en adamantium et céramite, renforcé de prières et d'huile bénie, orné des crânes de saints et des armes de héros, s'effondra dans sa main comme du sable sec. 17 mètres de fortification, disparut laissant un trou assez grand pour y faire passer un Land Raider. Cet amas regarda la poignée de poussière qu'il tenait, puis le trou béant. « Oups, dit-il, désolé pour ça, je m'habitue encore à tout ce bazar. » La réaction fut immédiate et totale. Tous les systèmes d'armes de la place pivotèrent vers lui. Les alarmes retentirent dans tout le district du palais. Les protocoles d'urgence furent activés dans tout le Senatorum Imperiali. Quelque part dans les profondeurs du palais impérial des cogitateurs, commencèrent à calculer les implications tactiques d'un être capable de détruire des fortifications sacrées d'un simple contact. Séraphi sentit son sang se transformer en glace. Il venait d'être témoin d'une démonstration de puissance comparable aux actes légendaires des primarques. Si cette entité pouvait anéantir par accident des murs d'adamantium, que pouvait-elle faire avec intention? Menace de niveau alpha, déclara-t-il, par vox à son état-major, sa voix calme, malgré ce qu'il venait de voir. Déclenchez les protocoles de confinement. Ne tentez pas, je répète, ne tentez pas de l'éliminer à ce stade. Saitama, inconscient de l'évaluation tactique qui se déroulait autour de lui, continuait à observer les débris dans sa main avec un intérêt scientifique modéré. C'est bizarre, songea-t-il. D'habitude, c'est plus solide que ça. Peut-être qu'ils construisent pas très bien ici. Il leva les yeux vers les forces rassemblées. Bon, et donc à propos de cette épicerie? Le commissaire Albrecht, les mains tremblantes, alors qu'il mettait à jour son rapport, tapa ce qui allait probablement devenir l'euphémisme du millénaire. Le sujet démontre des capacités de destruction accidentelle, dépassant tous les paramètres actuels d'évaluation de menaces. Recommande consultation immédiate avec les plus hautes autorités disponibles. Que le trône nous protège. Au loin, les tempêtes warp continuaient leur danse impie, mais d'une manière ou d'une autre, elles semblaient désormais moins importantes. Quelle que soit l'horreur cosmique qu'elles incarnaient, elles pâlissaient face à la question simple et terrifiante: que faire d'un être capable de détruire accidentellement les défenses de Terra, tout en demandant son chemin pour acheter des légumes? Et au centre de tout cela, Saitama attendait patiemment qu'on lui indique la route, apparemment inconscient qu'il était devenu l'individu le plus dangereux du monde, le mieux défendu de l'espace humain. Le conseil de guerre réuni.
dans les profondeurs du palais impérial, mit exactement 17 minutes à prendre une décision qui aurait été impensable quelques heures auparavant. L'inquisiteur Séraphise se tenait devant un affichage hololithique montrant des données tactiques en provenance du Segmentum Obscurus, ses traits, balafrés, éclairés par la lumière cramoisie des mondes assiégés. L'entité démontre des capacités dépassant notre compréhension actuelle, rapporta-t-il aux hauts seigneurs réunis. L'élimination semble impossible par des moyens conventionnels. Je propose donc de réorienter cette ressource vers une application tactique. La voix du seigneur commandeur. Guilliman grésilla à travers le vox sécurisé depuis Macragge, portant l'autorité de 10 millénaires d'expérience stratégique. Expliquez votre raisonnement, inquisiteur. Mordian VII est assiégé par le chaos depuis 43 jours. 3 régiments de l'Astra Militarum sont piégés en surface avec environ 6 millions de civils. Nos tentatives de secours ont échoué. Séraphis désigna l'affichage tactique où des indicateurs rouges montraient l'avance des forces chaotiques sur plusieurs fronts. Si ce Satama peut détruire accidentellement des fortifications sur Terra, peut-être peut-il détruire intentionnellement l'ennemi qui menace nos populations. Le silence qui suivit dura exactement 37 secondes. Séraphie compta. Quand la réponse de Guilliman arriva, elle portait le poids d'un commandement absolu. Faites-le, mais maintenez des protocoles de surveillance totale. Si l'entité montre le moindre signe de corruption ou d'intention hostile, vous êtes autorisé à déclencher le protocole Exterminatus. Bien compris, monseigneur, oh Tia. La transition du sol sacré de Terra vers la surface assiégée de Mordian VII se fit à bord du croiseur d'assaut Purity Ascendant. Cet amas passa tout le trajet assis dans ce qui avait été une cellule de détention, mais que l'équipage du vaisseau avait hâtivement transformé en quelque chose ressemblant à des quartiers d'invités, essentiellement en retirant les barreaux et en ajoutant une petite table. Il semblait fasciné par le fonctionnement du vaisseau, posant des questions, montrant une ignorance totale de la technologie impériale de base, tout en révélant, en même temps, une compréhension troublante de principes de physique avancés que même les techmarines ne pouvaient entièrement saisir. Donc vous me dites que tout le vaisseau voyage à travers une dimension où les émotions et les pensées deviennent réelles, demanda-t-il un jour au commissaire Albrecht, désigné comme son principal interlocuteur. Ça a l'air dangereux. Et si quelqu'un faisait un cauchemar pendant le voyage, l'œil organique d'Albrecht tressaillit. L'entité venait de décrire le voyage dans le Warp avec plus de précision que la plupart des officiers de la garde impériale, après des décennies de service, tout en affirmant n'avoir jamais entendu parler de l'Imperium. Le champ de Gélar nous protège de ces manifestations, répondit-il prudemment. Une sorte de barrière psychique. C'est plutôt malin. Les gens qui ont conçu ce truc doivent être de sacrés bons ingénieurs. L'empereur protège, répondit Albrecht par réflexe, bien qu'il commençait à soupçonner que ce qui protégeait cet étrange homme en jaune était bien plus fiable que même la bénédiction du maître de l'humanité. Mordiansen mourait. Les cités industrielles de la planète brûlaient sous un ciel couleur de vieux sang, leurs colonnes de fumée s'élevant vers un soleil obscurci par les émanations psychiques du chaos. Depuis l'orbite, le monde ressemblait à une plaie purulente dans l'espace, sa surface grouillant des armées corrompues, des dieux sombres. Saitama,
colla son visage contre la vitre blindée du pont d'observation, regardant la surface défiler en dessous. « Ça a pas l'air très accueillant, là en bas, s'observa-t-il. Ces villes sont censées être en feu comme ça. » Non, répondit sombrement l'inquisiteur Séraphise. Elles ne le sont pas. Le vaisseau Emperor's Wrath les mena dans l'atmosphère torturée de la planète, dans une descente qui aurait mis au défi même des vétérans des Tempestus Sions. Les tirs anti-aériens chaotiques illuminaient le ciel autour d'eux, chaque explosion suffisamment proche pour faire vibrer la coque. Leurs passagers, pourtant, semblaient complètement indifférents à la violence ambiante. « C'est toujours comme ça les transports publics ici ?» demanda Saitama, alors qu'un tir passait si près qu'il projetait des tadzei, projetait des débris contre la verrière. « Rien dans cette situation n'est normal, » grogna Séraphi. Ils atterrirent dans ce qui avait autrefois été le quartier commercial principal de la ruche Mordiane. À présent, cela ressemblait à une vision sortie des pires cauchemars de l'humanité, un paysage tordu d'architecture corrompue, où les bâtiments poussaient des dents et où les rues pulsaient d'une vie malsaine. Même l'air avait un goût de cuivre et de pourriture. Le colonel Castor de la 47e garde de fer de Mordiane les accueillit sur une zone d'atterrissage improvisée, son uniforme rouge et bleu maculé par 43 jours de combat ininterrompus. Son bras augmentique cliquetait alors qu'il saluait témoignage mécanique du prix payé par ces hommes sur ce sol maudit. « Inquisiteur », rapporta-t-il la voix rauque d'épuisement. « L'ennemi a percé notre périmètre extérieur. Nous estimons 2 heures avant d'être submergés. » Séraphis hocha gravement la tête. « Montrez-moi la situation tactique. » Tandis que le colonel déployait une carte usée sur une table de fortune, Saitama s'éloigna du groupe, plus intéressé par l'architecture corrompue que par les discussions militaires. « Excusez-moi, lança-t-il à un soldat proche qui sursauta presque hors de son armure. « Vous savez s'il y a une épicerie dans le coin? Je cherche toujours ce chou en promo. » Le soldat le fixa, avec l'expression d'un homme au bord de la rupture mentale. « Monsieur, c'est une zone de guerre. Les magasins sont tous détruits. » Ah, cet amas parut sincèrement déçu. « C'est dommage. Faudra que je trouve un autre endroit où faire mes courses. » Un bruit semblable à celui de la réalité elle-même se déchirant retentit sur le champ de bataille. Le ciel s'ouvrit en une plaie de lumière cramoisie, et quelque chose d'immense commença à se frayer un chemin depuis le royaume au-delà. Des griffes de la taille de Land Raiders furent les premières à émerger, suivies d'une tête tirée des cauchemars les plus anciens de l'humanité, et enfin, la forme entière d'un grand démon de cornes un buveur de sang, dont la simple présence faisait s'embraser l'air. La créature mesurait 30 mètres de haut, son armure de laiton, reflétant les flammes de la cité en ruine. Quand elle parla, sa voix fut celle de toutes les épées qui avaient jamais versé le sang de toutes les guerres jamais livrées. Mortels rugit-elle faisant éclater les fenêtres à 3 kilomètres à la ronde. « Je suis Skarbrand l'exilé. J'apporte la fureur du dieu du sang à ce monde misérable. » Le visage du colonel Castor pâlit. Sa main organique se porta à son pistolet bolter, bien qu'il sût qu'une telle arme serait inutile contre une telle abomination. Autour de la zone d'atterrissage, ses soldats se mirent à couvert, comme ils le pouvaient tirailler entre leur entraînement et la terreur instinctive que les démons du chaos inspiraient aux humains ordinaires. « Que l'empereur nous garde », murmura quelqu'un. Saitama leva les yeux de son examen d'un lampadaire tordu, remarqua le démon géant et soupira. « Encore un costume bizarre », dit-il posément.
Et celui-là est vraiment bruyant en plus. Le regard enflammé du buveur de sang se fixa sur la petite silhouette en jaune. Son masque de laiton exprima ce qui aurait pu être de la confusion. Un mortel sans peur, sans rage, sans émotion. Il n'avait rien à dévorer. Inhabituel. « Tu ne fuis pas, petit mortel », gronda Skarbrand, levant sa hache. « Parfait. Ton crâne ornera le trône de corne. » « Désolé, répondit Saitama poliment, mais j'ai pas vraiment envie de me battre, je cherche juste une épicerie. » Le rugissement du démon fit trembler le sol. Il se lança en un seul bond, sa hache s'abattant avec la force de trancher un titan de combat. Saitama fit simplement un pas de côté et donna un coup de poing. Ce n'était même pas un coup impressionnant selon ses standards. Juste un petit direct comme pour écraser un moustique. Mais quand son poing toucha la poitrine du démon, le résultat fut immédiat et total. Skarbrand, l'exilé, terreur de 1000 mondes, vétéran de la guerre du ciel, champion favori du dieu du sang, cessa simplement d'exister. Pas d'explosion, pas de cri dramatique, pas de malédiction finale. Un instant, il était là le suivant. Il ne restait que du vide et une légère odeur d'ozone. Le silence qui suivit semblait vider l'univers de tout son son. Le pistolet du colonel Castor tomba de ses doigts engourdis. Ses soldats restaient figés encore accroupis derrière des couvertures devenues inutiles, leurs esprits peinant à comprendre ce qu'ils venaient de voir. Saitama essuya une poussière de laiton de son poing et regarda autour de lui avec espoir. Du coup demanda-t-il aux soldats assemblés, « Est-ce que quelqu'un sait où je pourrais trouver un centre commercial ?» Les mains du commissaire Albrecht tremblaient, tandis qu'il mettait à jour son rapport. Le sujet à éliminer, un grand démon de Khorne d'un seul coup de poing à mains nues. Le démon n'a montré aucune résistance. Recommande une reclassification immédiate, au plus haut niveau de menace. Demande d'instruction sur la manière de classer une entité capable de détruire sans effort les serviteurs des dieux sombres. Par ailleurs, le sujet continue de chercher des magasins d'alimentation. Profil psychologique indéterminé. Au loin, les tempêtes Warp, qui faisaient rage au-dessus de Mordian 7 depuis 43 jours, commencèrent à se dissiper, comme si même les puissances de la ruine remettaient en question leur invasion de ce monde. Et quelque part dans les profondeurs du Warp, 4 intelligences antiques ressentirent un frisson. Quelque chose qu'elles n'avaient pas connu depuis des millions d'années, l'incertitude. Les sirènes d'alerte à bord du vaisseau de la flotte impériale Fureur Vertueuse hurlaient sans interruption depuis 17 minutes quand le capitaine Mordian Thrace reçut la transmission qui entrait ses rêves pour le restant heureusement court de sa vie. Commandement de la flotte à tous les vaisseaux. Grésilla la voix à travers les grilles vox distordues par l'interférence psychique que les flottes du chaos transportaient comme une peste. Les augures longue portée détectent un événement massif de translation warp à la périphérie du système. Nombre de contacts, que l'empereur nous protège. 347 contacts. Thrace sentit son sang se changer en glace. Son propre groupe de combat comptait 12 vaisseaux, une force respectable contre des pillards ou des pirates, mais totalement insuffisante face à une armada du chaos de cette ampleur. À travers le hublot de son pont de commandement, il voyait que les étoiles elles-mêmes commençaient à saigner, alors que la réalité se tordait autour de la flotte ennemie approchante. Tous les postes alertes de combat, ordonna-t-il d'une voix ferme, malgré l'ampleur de la menace. Signalez à la surface, dites-leur que nous tiendrons aussi longtemps que possible.
À la surface de Mordienset, la transmission atteignit le poste de commandement du colonel Castor, au moment même où il tentait encore de comprendre les rapports, parlant d'un mystérieux individu ayant apparemment effacé un grand démon de l'existence. Le visage buriné du colonel pâlit en absorbant les implications tactiques. 300 vaisseaux, murmura-t-il en fixant l'affichage tactique avec l'air d'un homme assistant à sa propre exécution. Contre 12 des nôtres. L'inquisiteur Sérafi leva les yeux de sa conversation avec le commissaire. Albrecht, ses traits marqués tendus par la concentration. Où est l'élément? Toujours en train de demander aux soldats où trouver une épicerie. Monsieur répondit, Albrecht, la voix chargée de la lassitude d'un homme dont la vision du monde avait été méthodiquement démolie en quelques heures. Le soldat Hendricks essaye actuellement de lui expliquer pourquoi il n'y a pas de supermarché en zone de guerre. À travers les fenêtres blindées du poste de commandement, on pouvait voir Saitama converser avec un escadron de soldats. Ceux-ci semblaient se relayer pour tenter d'expliquer à quelqu'un, manifestement perplexe, pourquoi les armées ne faisaient pas simplement leur course comme tout le monde. La flotte ennemie atteindra la position d'orbite de bombardement dans environ 40 minutes, rapporta Castor, en consultant son chronomètre avec la précision d'un homme comptant les secondes avant la fin du monde. Nos capacités d'évacuation sont insuffisantes, un euphémisme typiquement impérial. 6 millions de civils, 3 régiments de la garde, et à peine de quoi évacuer 50 000 MAM. Les mathématiques de la survie étaient impitoyables. Au-dessus d'eux, les premiers vaisseaux du chaos apparurent dans le champ stellaire, d'immenses constructions de métal corrompu et d'os vivants, leurs coques grouillant d'entités démoniaques servant à la fois d'équipage et d'armement. Le vaisseau de tête était plus grand que la plupart des stations spatiales impériales, ses flèches cathédrales tordues en géométrie si impie qu'il était douloureux de les regarder directement. Le capitaine Trace observait l'armada approchante sur l'écran tactique de son pont, chaque icône rouge représentant assez de puissance de feu pour stériliser un continent. Ses propres vaisseaux se déployaient déjà pour intercepter leurs boucliers, activer les armes pointées vers l'ennemi. Ce serait une fin glorieuse du genre à nourrir les légendes. Ce serait aussi totalement inutile. Monsieur rapporta son officier d'armement d'une voix tendue. La flotte ennemie lance ses vaisseaux d'assaut. Nombre préliminaire. 10 000 contacts individuels. 10 000 modules d'abordage navettes de débarquement et machines démons, chacun transportant des guerriers ayant passé des millénaires à perfectionner l'art de la destruction. Face à cela, la flotte impériale offrait peut-être 2000 âmes, et la bénédiction de l'empereur. Signalez à tous les vaisseaux, ordonna Trace. Nous mourrons avec honneur pour Terra et le trône. La réponse fut immédiate. 11 voix s'élevèrent dans une prière de défi, prêtes à vendre leur vie aussi chèrement que possible. Sur la surface, Saitama leva les yeux de sa discussion avec les soldats, maintenant passablement désespérés, et remarqua les nouvelles étoiles dans le ciel. Sauf que ce n'étaient pas des étoiles, c'étaient les réacteurs de centaines de vaisseaux visibles, même à travers l'atmosphère. « Tiens, dit-il en plissant les yeux, de sacrés gros vaisseaux. Ils viennent pour une fête. » Le colonel Castor ouvrit la bouche pour expliquer le concept de bombardement orbital, puis la referma. Comment expliquer à quelqu'un qui cherchait un magasin que 6 millions de personnes
allaient probablement mourir d'ici 1 heure. Ce ne sont pas des vaisseaux amicaux, réussit-il enfin à dire. Oh, Saitama continua d'observer songeur. Ils ont l'air un peu méchants en fait, pleins de pointes, et ils font un bruit bizarre. Le bruit bizarre était en fait l'émanation psychique de 357 vaisseaux dédiés aux dieux sombres, leur simple présence dans l'espace réel, causant des déchirures dans la réalité. Qu'un humain non augmenté puisse le percevoir suggérait quelque chose de bien plus inquiétant. « Je vais aller jeter un œil », annonça Saitama visiblement décidé. « Monsieur, dit Albrecht d'une voix rapide, je ne pense pas que ce soit prudent. Ces vaisseaux sont extrêmement dangereux et l'espace est un vide mortel. Ah, c'est vrai. Pas d'air là-haut, fit Saitama songeur. Bon, je l'ai déjà fait. Ça devrait aller. Avant que quiconque puisse le contredire, Saitama plia légèrement les genoux et bondit dans les airs avec la même aisance qu'on saute par-dessus une flaque d'eau. Le bang supersonique qui suivit brisa toutes les vitres dans un rayon de 3 kilomètres. À bord du vaisseau amiral du chaos, tourment éternel, le prince démon, Malthazar, le 2 fois maudit, ressentit les premiers frissons d'un malaise diffus. La bataille serait un massacre comme il se doit, mais quelque chose clochait. Son équipage, un mélange de mortels corrompus et de démons mineurs, vaquait à ses tâches avec l'efficacité de ceux qui n'ont connu que la guerre. Les armes du vaisseau, fusion de technologie chaotique et d'essence démoniaque, se chargeaient d'énergie capable de fracturer des planètes. C'est alors que les alarmes de proximité se mirent à hurler. Rapport, grogna Malthazar, sa voix vibrante de harmonique qui n'aurait pas dû exister. Mon prince, balbutia l'officier des capteurs, un seul contact humanoïde en approche depuis la surface. Pas de signature de véhicule, la vitesse est impossible à calculer. À travers la verrière du pont, ils purent le voir, un minuscule point jaune traversant le vide à vitesse folle, traînant derrière lui des filaments de poussière cosmique. En se rapprochant, les détails se précisèrent un humain en vêtements civils, sans protection apparente, contre le vide volant, comme si c'était un simple loisir. Quelle est cette sorcellerie, grogna Malthazar, son essence démoniaque, reculant instinctivement. La silhouette s'arrêta à 50 mètres du vaisseau flottant dans l'espace, comme en terrain solide, observant les lieux avec l'air curieux d'un touriste. « Établissez le contact Vox », ordonna Malthazar. Ce qui suivit resterait gravé dans l'histoire militaire interstellaire, comme le moment le plus surréaliste jamais enregistré. « Bonjour », dit une voix en bas gothique parfait. « Désolé de vous déranger, mais sauriez-vous où je peux trouver une épicerie? J'en cherche une depuis ce matin. » Malthazar fixa le système de communication, comme si celui-ci l'avait insulté. « Tu oses te moquer du chaos », rugit-il, sa voix chargée d'énergie warp. « Je suis Malthazar, le 2 fois maudit. Cette flotte porte la colère des dieux sombres eux-mêmes. » « Oh, désolé, je voulais pas interrompre quoi que ce soit d'important. J'ai juste vraiment besoin de trouver du chou avant la fin de la promo. » 17 secondes de silence passèrent, puis la colère submergea Malthazar. Feu à volonté détruisait cet imbécile insolent. 347 vaisseaux ouvrirent le feu. Batterie lance-canon à plasma projectiles démoniaques, armes transdimensionnelles, tout convergeait vers un point unique. L'explosion qui suivit fut visible à travers 3 systèmes stellaires. Quand la lumière se dissipa, la cible était toujours là, indemne. Il époussetait son t-shirt jaune.
C'était lumineux, fit Saitama. Vous aimez vraiment les effets spéciaux, hein, Maltase ressentit alors une peur qu'il n'avait plus connue depuis sa mort mortelle, une peur véritable. Qu'es-tu? Murmura-t-il. Je suis Saitama, répondit l'autre. Je suis un héros pour le fun, et je cherche toujours un magasin. En réponse, le prince démon canalisa toute sa puissance dans une seule attaque, un rayon warp capable d'anéantir des planètes entières. Saitama l'attrapa d'une main. Bon, écoutez, j'essaie juste de faire mes courses. Vous pourriez arrêter les feux d'artifice 1 minute. Et puis il frappa. Ce n'était même pas un grand coup, juste un simple direct. Mais le vide lui-même se plia à l'impact. Le tourment éternel fut le premier touché. Il cessa simplement d'exister. Le choc continua, effaçant vaisseau après vaisseau. En 3 secondes, l'armada fut anéantie. 347 vaisseaux. 10 millions d'années de corruption. Toute la volonté des dieux sombres, évaporée. Saitama regarda autour de lui l'espace vide et se gratta la tête. Oups, j'y suis peut-être allé un peu fort. Le silence qui s'ensuivit sur les vaisseaux impériaux fut absolu. Balayage des capteurs, ordonna Trace, d'une voix et à peine audible. « Monsieur, il n'y a rien, aucun débris, aucune énergie résiduelle, juste du vide, mom. » À la surface, l'inquisiteur Séraphis vit les affichages tactiques vaciller. Monsieur demanda à Albrecht, « Comment je classe ça dans mon rapport ?» Séraphis regarda l'espace vide où 1 minute plus tôt, la plus grande flotte du chaos de l'histoire s'apprêtait à exterminer 6 millions de personnes. « Aucune idée, murmura-t-il. Saitama redescendit tranquillement de l'orbite, se posant dans la cour du poste de commandement. « Alors ?» demanda-t-il plein d'espoir. « Personne n'a vu un centre commercial pendant que j'étais là-haut. J'ai peut-être raté un truc. Dans les profondeurs du warp où la réalité se dissout en concepts purs et où la pensée devient substance, 4 intelligences anciennes ressentirent le tremblement qui parcourut l'immatérium comme un cri devenu forme. La destruction de la flotte de Maltazar avait envoyé des ondes de choc à travers des dimensions que les mortels ne pouvaient percevoir, alertant chaque entité qui se nourrissait des émanations psychiques du monde matériel. Le royaume de Khorne se matérialisa en premier, un paysage de laiton et d'eau, où des rivières de sang coulaient sous des cieux de guerre éternelle. Là, au sommet d'un trône, fait des crânes de 10 milliards de guerriers, le dieu du sang se redressa avec quelque chose s'approchant de l'intérêt. La figure massive, vêtue d'armure de laiton, et couronnée de cornes, capable de percer les étoiles, se pencha en avant, alors que les échos de la violence absolue l'atteignaient. Curieux, gronda la voix de Khorne, à travers les plaines de laiton, chaque mot portant le poids de toutes les batailles jamais livrées. La flotte du 2, foi maudit, a été effacée. Depuis le labyrinthe de cristal, où la connaissance se tordait en géométrie impossible et où les complots se reproduisaient tels des êtres vivants, vint le rire cliquetant de Tsench. L'architecte du destin se manifesta sous la forme d'une masse changeante d'yeux de bec et de plumes, chaque forme plus impossible que la précédente. Effacer est un terme si limité, mon frère colérique, dit la voix de Tsench aux harmoniques existant dans 17 dimensions. 347 vaisseaux de puissance considérable, simplement dénoués. Mais par quelle agence? Ma vision ne peut pénétrer les circonstances. Cela me trouble profondément.
Le jardin de Nurgle fleurit à son tour un royaume de décomposition magnifique, où la vie et la mort dansènent en éternelle complicité. Le père des pestes émergea de son chaudron de création, sa forme corpulente, rayonnant la satisfaction de l'entropie acceptée. Les mouches bourdonnaient autour de ses bois, et son rire résonnait comme du compost, devenant terre fertile. À grand-père Nurgle trouve cela des plus amusants, ricana le grand immonde sa voix, portant la chaleur d'une décrépitude inévitable. Quelque chose existe qui défie même notre compréhension. Quelle délicieuse surprise! Cela faisait si longtemps que rien ne nous avait vraiment étonnés. Depuis le palais du plaisir, où la sensation était raffinée en art et l'excès devenait philosophie, Slaanesh apparut sous une forme trop parfaite et terrible pour être pleinement perçue. Le prince du chaos rayonnait d'une aura de surcharge sensorielle qui faisait paraître la réalité elle-même terne en comparaison. Une surprise où dit la voix de Slaanesh soit enroulée autour de l'âme miel mêlée de poison. Mais considérez les implications, mes frères. Voici quelque chose de nouveau. Quelque chose que nous n'avons jamais goûté, jamais corrompu, jamais expérimenté. Je suis tout à fait intrigué. Les 4 puissances de la ruine se regardèrent à travers les distances impossibles du warp, leur attention collective concentrée sur un seul point de la réalité, où leur jeu d'échecs cosmique venait d'être perturbé par un joueur inconnu. L'entité a détruit. Malthazar sans effort. Continua Khorne son trône de laiton grinçant, alors qu'il se déplaçait, sans rituel, sans sorcellerie, sans peste, sans excès, seulement la force, une force pure, absolue. Je confesse un certain respect. Les innombrables yeux de Tzench clignèrent selon des motifs douloureux à regarder. Mais une force sans but, sans plan, sans signification. Cette entité agit sans dessein, ni dessein. Quand j'essaie de voir ses actions futures, je ne vois que le vide, comme si elle existait, hors du concept même de destinée. Peut-être est-ce que pourquoi grand-père la trouve si amusante, intervint Nurgle, son sourire pourri, s'étirant sur des traits à la fois hideux et étrangement beaux. Depuis 10 millions d'années, nous jouons le grand jeu avec des mortels qui dansent selon nos volontés volontaires ou non. Voici maintenant quelque chose qui semble immunisé à notre influence. Elle ne rage pas, ne complote pas, ne désespère pas, ne se vautre pas dans l'excès. Elle est simplement. La forme de Slaanesh se transforma en configuration qui rendrait fous les esprits mortels. Mais elle doit forcément désirer quelque chose. Tous les êtres désirent. Exister sans envie, sans fin, sans besoin, cet état serait la perversion ultime de l'existence. Je dois savoir ce qui la motive. Elle cherche des légumes. Gronda Khorne son ton mêlant confusion et respect. Une nourriture ordinaire chez des marchands commerciaux. Telle est son obsession. Le silence qui suivit dura exactement 49 secondes, une durée qui dans le warp pouvait contenir la montée et la chute de civilisation. Des légumes, répéta lentement Tzench, luttant à intégrer les implications cosmiques de faire les courses comme motivation principale. Le rire de Nurgle monta comme un bouillon primordial. Oh, c'est délicieux! Un être de telle puissance concentré uniquement sur les aspects les plus banals de l'existence mortelle. C'est magnifique dans sa simplicité. Les traits parfaits de Slaanesh se figèrent dans une fascination si intense qu'elle déforma l'espace autour. Être si puissant, et pourtant si ordinaire dans ses désirs.
Il y a là une esthétique presque écrasante. Cette entité est une variable inconnue, déclara Korn se levant dans un grondement tectonique. Elle ne peut être corrompue, prédite ou comprise. Cela est inacceptable. D'accord, ajouta Tsench avec une nuance de frustration. Le grand jeu requiert que tous les joueurs respectent certaines règles fondamentales. Ce Saitama semble exister en dehors de ces règles. Que faisons-nous alors de cette petite anomalie? Ronronna Slaanesh sa question, portant des implications qui firent frissonner la réalité. Nous ne pouvons la corrompre. Elle ne montre ni rage, ni ambition, ni désespoir, ni excès. Elle est d'une pureté remarquable. Nurgle devint pensif. Peut-être l'abordons-nous mal. Plutôt que chercher à corrompre ou contrôler, testons-la. Découvrons les limites de cette immunité. Même l'empereur peut être blessé. Oui, approuva Korn. Un test. Créons quelque chose qui révélera la véritable nature de cet être. Quelque chose qui combine nos forces. Les innombrables yeux de Tsench brillèrent. Une collaboration donc. Quelle nouveauté! Mes plans t'arragent l'endurance de Nurgle, la perfection de Slaanesh. Créons une chose conçue spécifiquement pour mettre au défi une entité qui défie notre essence même. Une créature de notre volonté, combinée, ajouta Slaanesh. Quelque chose incarnant la quintessence de ce que nous représentons. Si ce Saitama peut survivre à cela, alors, conclut Nurgle, nous saurons que nous faisons face à quelque chose de véritablement extraordinaire. Et grand-père aime les choses extraordinaires. Les 4 puissances de la ruine commencèrent à tisser leurs essences ensemble, créant une chose qui n'avait jamais existé en 10 millions d'années de conflits éternels. Pas un grand démon lié à un seul dieu, mais une fusion de leurs puissances combinées, rage, ruse, décrépitude et perfection unies par une volonté capable de détruire la réalité elle-même. Depuis l'œil de la terreur, cette plaie dans l'espace où le warp saignait dans la réalité, quelque chose commença à s'agiter. Quelque chose qui portait la fureur de la guerre, éternelle la ruse des plans impossibles, l'inévitabilité de l'entropie et la beauté terrible de la perfection absolue. Voyons, conclut Horn, quel genre de héros est vraiment ce Saitama. Le rituel commença, et la réalité elle-même retint son souffle. Le premier signe qu'un événement sans précédent allait se produire ne vint pas de la surface de la planète, mais des astropathes stationnés à bord des stations de surveillance orbitales. 3 d'entre eux se mirent à hurler simultanément, non pas des vocalisations contrôlées de psyches canalisant la lumière de l'empereur, mais des cris bruts et bestiaux de cerveau, ayant effleuré quelque chose de si fondamentalement erroné que la raison elle-même s'y refusa. L'inquisiteur Séraphise sentit les couleurs quitter son visage marqué, alors que les transmissions Vox d'urgence affluaient dans son poste de commandement. Toutes les stations signalent une perturbation majeure du warp, annonça-t-il aux officiers rassemblés sa voix, portant la tension d'un homme voyant la réalité s'effondrer. Point d'origine l'œil de la terreur. Magnitude sans précédent. Le commissaire Albrecht leva les yeux de son dataslate sur lequel il tentait de rédiger un rapport relatant l'impossibilité des événements de la journée. Monsieur, comment classifie-t-on sans précédent dans une galaxie qui a déjà connu l'hérésie d'Horus et l'ouverture de la Grande Faille? Avant que Séraphine puisse répondre, le ciel se mit à saigner. Littéralement du sang cramoisi tomba du ciel, un liquide défiant toutes les lois de la physique
existant à la fois dans l'atmosphère planétaire et en tant qu'énergie pure du warp. La pluie de sang sifflait au contact du sol, chaque goutte créant de petites déchirures dans la réalité, révélant brièvement des géométries impossibles. L'écran tactique du colonel Castor afficha des lectures impossibles. Monsieur, détectons une distorsion spatiale à environ 17 000 années-lumière de notre position. La source semble être l'œil de la terreur lui-même. 17 000 années-lumière, une distance qui aurait dû offrir une protection absolue, même contre les pires phénomènes du warp. Pourtant, un événement se déroulant dans cette région maudite de l'espace affectait leur réalité locale, avec une telle force qu'ils traversaient la galaxie instantanément. Dans l'œil de la terreur, où les 4 dieux du chaos avaient tissé leurs essences ensemble, quelque chose d'immense commença à prendre forme. Ce n'était pas une entité née comme les démons le sont par le rituel ou le sacrifice, mais une création assemblée à partir de la force conceptuelle pure de ce que représentaient les dieux noirs. Son corps était forgé dans le laiton de la guerre éternelle, son esprit, issu de complots millénaires, sa chair animée par la décomposition qui donne un sens à la vie, et son âme façonnée par des désirs si parfaits qu'ils en devenaient terribles. L'entité issue de cette collaboration mesurait 3 kilomètres de haut sa forme, oscillant entre différents états de matière, comme si l'univers lui-même hésitait à la classifier. Quand elle se déplaçait, la réalité ondulait autour d'elle comme l'eau troublée par une pierre. Quand elle parlait, sa voix était entendue sur 10 000 mondes à la fois. « Je suis la colère », déclara-t-elle, et toutes les armes de la galaxie devinrent un peu plus tranchantes. « Je suis la ruse » et tous les plans se complexifièrent. « Je suis l'inévitable » et chaque être vivant ressentit l'empreinte de l'entropie. « Je suis la perfection » et chaque sensation devint plus intense. Je suis l'avatar de la ruine, envoyé pour mesurer la valeur de celui qui défie l'ordre naturel. La manifestation déchira l'espace-temps, créant un passage entre l'œil de la terreur et l'espace orbital de Mordian 7. En franchissant cette faille, l'avatar fit vaciller l'étoile du système, comme si elle-même hésitait à continuer d'exister. Sur la planète, tous les appareils électroniques enregistrèrent des relevés dépassant leurs limites maximales. Les moteurs s'éteignirent. Les réseaux Vox devinrent silencieux. L'air lui-même sembla appuyé sur l'âme. Saitama leva les yeux de sa conversation avec des gardes de plus en plus inquiets, remarquant que le ciel semblait présenter un très grand trou avec quelque chose d'encore plus grand, essayant de le traverser. « fit-il en penchant la tête. « C'est un très gros monstre, et il est plutôt bruyant aussi. » En effet, l'émergence de l'avatar s'accompagnait d'un son existant dans des dimensions normalement imperceptibles aux humains, une harmonie de destruction, faisant ressentir à tous les êtres conscients leur propre mortalité comme un poids tangible. Les esprits les plus faibles s'éteignirent plutôt que d'affronter une telle horreur. Saitama parla à l'avatar directement dans l'esprit de tout être vivant, à des années-lumière à la ronde. Je suis venu mesurer ta valeur face à la puissance combinée du chaos éternel. Son immense tête formée de cauchemars humains se tourna vers la petite silhouette jaune au sol. Malgré la distance, ils se regardèrent avec une clarté parfaite. « Oh » répondit Saitama, apparemment peu impressionné. « Vous êtes là pour l'histoire du supermarché aussi, parce que j'ai demandé toute la journée et personne ne semble savoir où je peux acheter du chou. »
L'avatar de la ruine s'interrompit son intellect cosmique, tentant de traiter cette réponse. Pendant 17 secondes, il essaya de concilier la notion de défi cosmique avec une question sur l'achat de légumes. Quoi? Alors que l'avatar se préparait à répondre, il commença à déchirer un pont permanent entre la réalité et l'œil de la terreur. Ce n'était plus une simple manifestation, c'était une brèche durable. Le chou répéta Saitama. « Vous savez, le légume vert. J'ai entendu parler d'une promotion, mais je ne trouve aucun magasin ouvert. Vous êtes plutôt grand, vous pouvez sûrement voir plus loin que moi. » Dans les profondeurs du warp, les 4 dieux du chaos ressentirent une émotion qu'ils n'avaient pas connue depuis 10 millions d'années, la perplexité absolue. Leur avatar soigneusement façonné venait de se faire demander des conseils d'achat. L'avatar répondit en canalisant toute sa puissance. Une attaque de warp capable d'anéantir des planètes, incarnant la rage, la ruse, la décomposition et la perfection, dirigée vers Saitama. Et elle s'arrêta. Pas bloquée, pas déviée, juste arrêtée net par l'attention de Saitama. « Écoutez, dit Saitama, en attrapant l'attaque d'une main comme une balle lente. Je vois bien que vous êtes contrarié, mais je n'ai rien fait de mal. Je veux juste trouver un magasin avant qu'il ne ferme. » Le silence qui suivit dura 93 secondes. Partout dans la galaxie, les tempêtes warp s'évanouirent, comme si même le chaos faisait une pause pour comprendre ce qu'il venait de voir. « Impossible », déclara l'avatar, un ton proche de la panique dans la voix. « Aucune mortelle ne peut résister à la volonté combinée des dieux du chaos. » « Je ne suis pas sûr de comprendre ce que vous voulez dire, » répondit Saitama en examinant l'attaque. « C'est chaud comme un petit feu de camp, mais vous êtes vraiment bruyant. Vous pourriez parler moins fort. » L'avatar répondit par une ultime offensive. Pas seulement la sienne, mais celle des dieux eux-mêmes, la rage de Korn, les plans de Tzench, la décomposition de Nurgle, la perfection de Slanesh. Une attaque qui aurait pu détruire des systèmes entiers. Saitama soupira. « C'est ridicule, dit-il. Je veux juste acheter des légumes. » Le coup qu'il lança n'était même pas son plus puissant. Juste un coup d'attention. L'onde de choc qui en résulta dépassa la vitesse de la lumière, compressant la réalité autour d'elle. L'avatar de la ruine, fusion de 10 millions d'années de haine, cessa simplement d'exister. Pas détruit, mais effacé, l'onde se propagea à travers la faille vers l'œil de la terreur. Et pour la première fois, l'œil ressentit quelque chose qu'on pourrait appeler la douleur. L'œil trembla et l'effet se propagea dans toute la galaxie. Des psykers s'effondrèrent, des systèmes navigants devinrent instables, des cultistes tombèrent à genoux. Les démons hurlèrent. Le trône d'or lui-même enregistra des fluctuations jamais vues depuis l'hérésie. Les 4 dieux du chaos expérimentèrent quelque chose qui allait au-delà de la surprise. Leur avatar n'avait pas été vaincu, il avait été nié. « Eh bien, » dit Saitama, en inspectant son poing, c'était plus bruyant que prévu. La faille dans l'espace-temps se referma à la réalité, reprenant lentement sa place. La pluie de sang cessa, l'oppression disparut. Et dans ce silence profond, tous les systèmes électroniques de Mordian 7 se rallumèrent affichant des lectures jamais vues auparavant. L'inquisiteur Séraphis resta immobile, lisant les données d'un monde où l'entité la plus puissante du chaos avait été effacée. « Commissaire Albrecht, dit-il d'une voix lasse. «
Oui, monsieur. Je veux que vous mettiez à jour nos protocoles de classification des menaces. Quelle classification dois-je utiliser? Monsieur Séraphis observa Saitama, qui reprenait sa conversation sur les supermarchés. Je n'en ai aucune idée. Créez une nouvelle catégorie. Appelez-la classe Saitama et marquez-la comme le niveau de menace le plus élevé possible. Plus haut que les dieux du chaos eux-mêmes. Monsieur Séraphi regarda les relevés de l'œil de la terreur, la blessure cosmique qui venait de tressaillir devant un homme posant une question sur le prix des légumes. Nettement plus élevé, commissaire, nettement plus élevé. Au loin, on entendit Saitama demander si d'autres planètes avaient de meilleures options pour faire ses courses, car celles-ci manquaient clairement de produits de première nécessité. La session d'urgence des hauts seigneurs de Terra se réunit dans le Senatorum Imperialis à précisément 03h47 heure standard de Terra. Les représentants réunis des institutions les plus puissantes de l'humanité s'assirent autour d'une table qui avait vu défiler des décisions affectant le destin de trillions d'âmes, mais aucune comme celle-ci. L'hologramme du seigneur commandant Guilliman dominait la salle, ses traits parfaits tendus par la concentration d'un homme tentant de comprendre l'impossible. Devant lui s'étalaient les rapports de 17 sources différentes, confirmant tous la même séquence d'événements sans précédent. Un seul individu avait d'une façon ou d'une autre neutralisé la volonté combinée des dieux du chaos. L'entité désignée Saitama a démontré des capacités qui dépassent notre compréhension actuelle des lois physiques, déclara l'inquisiteur Séraphi, ses traits balafrés, illuminés par les globes lumineux antiques de la salle. En 6 heures, il a détruit un grand démon, effacé une flotte du chaos et annulé une manifestation du pouvoir combiné des dieux sombres. De plus, ses actions ont gravement perturbé les déplacements dans le warp à travers 17 secteurs. Le grand maître Voldus, des chevaliers gris, se pencha en avant son armure Terminator, portant les cicatrices de siècles de guerre contre le warp. Vous parlez d'impossibilité, inquisiteur. Aucun mortel ne possède un tel pouvoir. Donc cette entité doit être autre chose, peut-être une manifestation de la volonté de l'empereur incarné. L'ecclésiarchie est d'accord, ajouta le cardinal Montrose, son aquila doré brillant dans la lumière. 300 pèlerins ont déjà demandé sa canonisation en tant que saint vivant. Les fidèles voient son arrivée comme une intervention divine. Ou bien, interrompit le seigneur inquisiteur, Torquemad Acotéaz, son œil augmentique brillant d'un feu froid. Il s'agit de la tentative d'infiltration la plus sophistiquée de l'histoire humaine. Réfléchissez, une entité se manifeste en prétendant ignorer. L'Imperium démontre un pouvoir impossible et ne montre aucune corruption, malgré une exposition directe au chaos. La voix mécanique du fabricateur General Belisarius Caul s'ajouta au débat. Le Mechanicus demande l'autorisation de procéder à une analyse détaillée des paramètres physiologiques de l'entité. Une amélioration aussi inédite pourrait faire avancer notre compréhension de l'augmentation humaine de plusieurs millénaires. Le capitaine général Trajan Valoris, des Adeptus Custodes, leva une main gantée d'or. L'entité ne montre aucune hostilité envers le domaine de l'empereur. Ses actions ont systématiquement protégé les citoyens impériaux et éliminé des menaces contre la survie humaine. Les Dix-Mille prônent une coopération prudente. Le débat qui suivit serait plus tard classifié au plus haut niveau de sécurité impériale, ses transcriptions scellées dans des voûtes qui resteraient fermées
pendant des millénaires. Pendant 3 heures, les plus grands esprits de l'impérium luttèrent avec une question sans précédent, en 10 000 ans d'histoire humaine. Que faire d'un être qui semblait capable de mettre fin à leur guerre éternelle par simple indifférence? L'entité ne montre aucune hostilité, observa Valoris, son armure d'or reflétant la lumière ancienne. Ses actions ont constamment protégé les citoyens et éliminé les menaces. D'un point de vue rationnel, il devrait être considéré comme un atout. Le raisonnement rationnel échoue face à l'irrationnel, rétorqua Cotéaz. Cet être existe, en dehors de notre compréhension, de notre contrôle, de notre capacité à le prédire ou à le contenir. Dans une galaxie où savoir, c'est survivre, une ignorance aussi vaste représente une menace existentielle. La voix de Guilliman trancha le débat avec l'autorité de 10 millénaires d'expérience stratégique. La question fondamentale demeure: s'agit-il d'une arme à diriger ou d'une force de la nature à endurer? Ni l'un ni l'autre, répondit une source inattendue. Le tech Dominus Belisarius, silencieux jusque-là, avait analysé les données pendant toute la session, son esprit mécanique traitant des variables qu'aucun esprit biologique ne pouvait appréhender. Selon l'analyse comportementale, l'entité semble être exactement ce qu'elle prétend être, un civil cherchant des vendeurs de nourriture. Son pouvoir est accessoire à son but. Le silence qui suivit dura exactement 47 secondes. Vous suggérez, dit lentement Voldus, que l'être le plus puissant rencontré en 10 millénaires est motivé principalement par les courses. Affirmatif. Toutes les preuves soutiennent cette conclusion. Suite dans le message suivant. Voici la suite et fin de la traduction en français du chapitre 7. La question demeure. Pendant que les hauts seigneurs débattaient dans leur salle scellée, les rues de Terra bourdonnaient de rumeurs porteuses d'un espoir désespéré. Dans les ablocs, où des milliards de citoyens menaient une vie de servitude discrète, la nouvelle se propageait par des canaux non officiels à propos de l'étranger tombé du ciel. Je l'ai vu de mes propres yeux, affirma Yolana Vex, responsable de serviteurs, sa voix empreinte de la conviction de quelqu'un ayant vu un miracle. Juste là, sur la place de la cathédrale, en train de parler aux custodes, comme s'ils étaient de vieux amis, sans peur, sans révérence, juste une conversation normale. Son voisin Jorik Tain, ouvrier d'usine, hocha la tête avec enthousiasme. Mon cousin est dans la garde. Il a envoyé un vox depuis Mordian 7. Il a dit que ce type sain a détruit toute une flotte du chaos à lui tout seul. Il a juste volé dans l'espace et les a fait disparaître. Les histoires priront de l'ampleur, comme c'est toujours le cas lorsque l'espoir est rare et les miracles attendus. Un homme qui ne craignait pas les plus grands champions de l'impérium. Un guerrier affrontant les démons avec indifférence. Un saint qui parlait aux soldats comme à des égaux. Dans les profondeurs de l'Underhive, là où l'autorité impériale pénétrait rarement d'autres conversations, circulaient voleurs et contrebandiers mutants et parias, toutes les âmes oubliées survivant dans les fissures de la domination. Du trône d'or murmurait une idée plus radicale que la sainteté. Et si, demanda une femme borgne, dont le nom avait été effacé des registres impériaux, et si quelqu'un existait sans se soucier de leurs règles. Pendant ce temps, le sujet de ces débats théologiques était assis sur les marches de marbre de la cathédrale du Sauveur-Empereur, observant le flot incessant de pèlerins et de fonctionnaires traversant les quartiers sacrés de Terra.
Plusieurs custodes montaient la garde à distance, leurs armures dorées, brillant sous la lumière artificielle, qui tenait à distance la nuit éternelle de Terra. Cet amas avait passé les 4 dernières heures en discussion avec divers officiels impériaux, chacun tentant de comprendre ses intentions, ses capacités ou ses allégeances. Les résultats avaient été uniformément frustrants pour les interrogateurs et légèrement ennuyeux pour le principal intéressé. Une petite foule de civils s'était formée à distance respectueuse, leurs visages affichant un mélange d'émerveillement et de crainte. Certains priaient, d'autres se contentaient de regarder, et quelques courageux lui lançaient des questions sur la faveur de l'empereur ou la nature de sa mission. À toutes ces questions, Saitama répondait avec la même confusion patiente qu'il affichait depuis son arrivée. Il n'était pas en mission. Il ne savait pas qui était cet empereur. Il était juste perdu et cherchait un magasin d'alimentation. « Monsieur », une voix d'enfant interrompit sa contemplation. Saitama baissa les yeux pour voir une fillette d'environ 8 ans, vêtue de robe, usée marquant son appartenance aux orphelins de la cathédrale. Ses yeux brillaient de cette lumière particulière propre à ceux qui savent encore trouver du merveilleux dans les petites choses. « Est-ce que vous êtes vraiment un saint ?» demanda-t-elle avec la franchise propre aux enfants. Saitama réfléchit sérieusement. « Je ne pense pas. Je suis juste un type qui fait parfois des trucs de héros. La plupart du temps, j'essaie juste de protéger mon quartier et de trouver des bonnes affaires au marché. » Oh. L'enfant parut déçu un instant, puis s'illumina. « Vous allez rester ici. »« Je ne sais pas, » admit Saitama. « J'essaie encore de comprendre comment rentrer chez moi. Cet endroit est vraiment déroutant, et personne ne semble savoir où sont les magasins. » L'enfant rit un son si rare sur Terra que plusieurs custodes nearby tournèrent légèrement la tête. On n'a pas de magasin dans le quartier de la cathédrale, mais il y a un centre de distribution alimentaire dans le secteur 7 Alpha. Il donne des rations le jour des 7e. Des rations, de la pâte nutritive et des barres protéinées. C'est pas très bon, mais ça fait vivre. Saitama fronça les sourcils. Ça n'a pas l'air très appétissant. Là d'où je viens, on peut acheter des légumes frais, de la viande, des œufs, toutes sortes de choses. Et parfois il y a des soldes. Les yeux de l'enfant s'agrandirent. Ça a l'air trop bien. Tu pourrais m'y emmener un jour. Pour la première fois depuis son arrivée sur Terra, le visage de Saitama afficha une vraie tristesse. J'aimerais bien, petite, mais je sais pas encore comment y retourner. À la tombée de la nuit artificielle, le commissaire Albrecht s'approcha des marches de la cathédrale, d'un pas mesuré comme un homme apportant des nouvelles qu'il ne savait pas comment présenter. Ses derniers ordres venaient directement du Senatorum Imperialis, portant des sceaux, lui donnant autorité pour parler au nom des hauts seigneurs eux-mêmes. « Monsieur, dit-il avec solennité, j'ai été chargé de vous informer que les seigneurs de Terra ont pris une décision concernant votre situation. » Cet amas leva les yeux pleins d'espoir. « Ils ont trouvé un magasin. » »« Non, monsieur. Ils ont déterminé que vous représentez une classification au-delà des protocoles impériaux actuels. En conséquence, il vous est accordé le statut de hôte d'honneur. » « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Albrecht consulta son data slate, lisant un texte débattu révisé et approuvé par les êtres les plus puissants de l'espace humain. Cela signifie que vous êtes libre de rester sur Terra ou de voyager vers n'importe quel monde impérial de votre choix. On vous fournira un logement, de la nourriture et un transport à la demande. En échange, l'impérium serait
reconnaissant de toute aide que vous pourriez apporter en matière de défense planétaire. Saitama hocha la tête. C'est sympa de leur part, je suppose, mais je veux toujours rentrer chez moi. Je comprends, monsieur. Les technoprêtres étudient des méthodes de voyage dimensionnel pour faciliter votre retour. Voyage dimensionnel. L'intérêt de Saitama se raviva légèrement. Comme avec le tourbillon par lequel je suis arrivé. Potentiellement, oui, monsieur. Saitama se leva s'étirant. Bon, je suppose que je peux attendre encore un peu. Peut-être explorer un peu les environs. Cet endroit est vraiment différent de la ville Z. Il regarda les flèches massives du palais impérial, les foules infinies d'humains, traversant des rues conçues pour désarmer les géants dorés, qui surveillaient ses moindres gestes avec patience. Mais je dois dire, ajouta-t-il, vous devriez vraiment améliorer vos infrastructures civiles. Une ville aussi grande devrait avoir au moins quelques supermarchés. Comment les gens font pour acheter à manger ici? L'œil du commissaire Albrecht tressaillit. Même après tout ce qu'il avait vu, les priorités de cette entité restaient incompréhensibles. Je vais me renseigner là-dessus, monsieur. Merci. Oh, et si vous trouvez un endroit qui vend du chou, faites-moi signe. J'espère encore profiter de la promo. Alors que la nuit artificielle tombait sur Terra et que le tumulte éternel du monde le plus important de l'humanité poursuivait son rythme incessant, Saitama restait assis sur les marches de la cathédrale. Autour de lui, l'impérium de l'homme luttait avec des questions sans réponse et des problèmes sans solution. Mais pour cet homme en jaune qui avait redéfini l'impossible par accident, une seule question importait vraiment dans une galaxie de guerre éternelle, 1 million de mondes et 10 000 ans de savoir accumulé. Pourquoi est-il si difficile de trouver un fichu supermarché? Les étoiles ne répondirent pas, mais quelque part dans les méandres de la bureaucratie impériale, une entrée de data slate était en cours de traitement, une requête qui allait tout changer. Demande de création de marché alimentaire civil sur Terra. Priorité urgente. Autorisation entité. Classe. Saitama. Délai. Estimé. Inconnu. Peut-être que certains problèmes aussi cosmiques soient-ils ont des solutions étonnamment simples.